Je suis là comme votre Premier ministre, mais en réalité, j'ai tenu à venir échanger avec le monde universitaire parce que j'étais aussi un enseignant. Peut-être que je vais redevenir. Pour l'instant, je suis dans d'autres activités. Et il y a un objectif que je vise. Vous savez que les dirigeants chez nous sont toujours dans le corps à corps avec ceux qui veulent dominer l'Afrique. Ils sont dans le face-à-face. Les autres font tout pour les faire taire, diverses façons de faire, pour qu'on ne les entende pas. En tous les cas, pour que le message ne passe pas auprès du peuple. Parce qu'ils n'ont pas peur des dirigeants, ils ont peur des peuples. Un dirigeant, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mais quand ils disparaissent pour diverses raisons, le peuple n'a plus de repères. Mais quand c'est le peuple qui s'empare d'une idée, ça devient un ouragan que personne ne peut arrêter. Et même lorsque le dirigeant n'est plus là, l'idée continue d'irriguer les masses. Et c'est pour cela que je me suis dit que tous ces beaux discours qu'on est en train de tenir ici et là sous la transition, les auditeurs écoutent quand ils sont dans les salles, ceux qui regardent les télévisions les écoutent, mais la grande masse n'a pas suffisamment accès à cette information. Parce que peut-être au moment où c'est délivré, les uns et les autres sont occupés à autre chose. Je me suis donc dit que les grandes questions fondamentales autour desquelles se construit le Mali nouveau, il est important qu'en plus des cadres politiques administratifs, que l'essentiel, la majorité des Maliens, sous une forme, aient accès à ces informations. J'en ai eu l'expérience. Vous savez, en 2018, j'avais publié un livre. J'étais plus libre que maintenant. Chaque fois qu'on finissait, je partais dans les facultés, souvent 100 élèves, 200 élèves. L'objectif, c'était de propager l'idée. Et en 2020, quelqu'un m'a dit qu'il a parlé avec un des chefs rebelles au nord, qui lui a dit que ce livre-là, lorsqu'il est sorti, les propagandistes de la rébellion ont même fait une grande réunion dans le sud de la France là-dessus. Quand ils ont regardé pendant des jours, ils ont dit qu'il ne faut plus rien dire. Parce que si jamais on essaie d'écrire le contraire qu'il y a là-dedans, non seulement c'est difficile de prouver, mais celui qui y va chercher à savoir ce qu'il y a dans ce livre. Or, les Africains, comme on dit, pour leur cacher une information, tu mets dans un livre. Donc, il vaut mieux ne rien dire. Comme ça, personne n'a vu, sauf ceux qui étaient là. D'autres ont dit que ce livre, en réalité, apportait plus de tort à la rébellion que toutes les armées du monde. Parce que ça délégitimait leur combat. Tous les arguments qui étaient écrits pour justifier la rébellion ont été battus en brèche, un à un, avec des arguments à l'appui. Actuellement, est-ce que vous savez que lorsque le Mali a chassé la MINUSMA, il y a beaucoup d'officiers avant de partir qui viennent acheter ce livre. Donc c'est maintenant que certains veulent comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Mali. J'ai dit, mais tant mieux, qu'ils vont amener chez eux. Il y en a qui achètent 1, 2, 3, 4, 5, qui vont donner à l'universitaire. D'autres se proposent d'aller le lire. Lorsque ça a été publié, nous avons une proposition d'achat des droits d'auteur à 1 million d'euros. Ça veut dire que si on le vendait, on prend nos sous. Mais celui qui a les droits, il peut aller broyer, le livre ne part nulle part. Or, nous ne l'avions pas, nous ne sommes pas des écrivains. Je vis avec mon diplôme d'ingénieur de télécom. Donc le livre, c'est juste pour distiller la connaissance. Nous avons refusé et finalement, le livre est resté jusqu'à présent. Les gens l'achètent. Les Européens l'achètent avant de retourner dans leur pays pour aller comprendre ce qui se passe au Mali. Parce que dans le livre, il est écrit que c'est exactement le contraire qu'on nous dit qui se passe.
Ce qui rejoint les explications que le ministre de l'Enseignement supérieur vient de donner. On a formaté notre esprit. Il y a une façon de voir le problème du Nord qui est totalement faux. C'est justement parce qu'à la tête du pays est arrivé le président de la transition et ses compagnons d'armes. On s'est croisés en cours de route. Il s'est trouvé ce qu'on appelle l'unité de pensée et d'action au sommet de l'État, avec la même interprétation des causes de la crise au Mali. Vous entendez certains dire la cause multidimensionnelle de 2012, mais c'est faux, je vais vous démontrer, ce n'est pas 2012 que ça a commencé. 2012, ça c'est les Nyedimi. Et les Konadimi là, c'est depuis longtemps. C'est ce que je vais vous trouver. La deuxième chose, à l'occasion de 2024, quelque temps avant le retrait de la CEDEAO, ou le jour même de quelque temps avant le retrait, notre président a parlé. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il a fait un discours d'à peu près 30 minutes en Bamana. J'ai pris soin de traduire, j'ai dit qu'il faut le garder. Je lui ai même dit que désormais on va lui envoyer la carte de secrétaire politique d'un mouvement très politique qui dit que lui n'est pas politique. Kala Kala, quoi l'état là? Mais quand vous prenez son discours, j'ai dit que tous les jeunes Maliens doivent le connaître. Parce qu'il y a beaucoup là-dedans. Comme on dit, il y a à boire et à manger dans ce discours-là. Ça, c'est le 16 janvier. Lorsque nous sommes sortis de la CEDEAO le 28, le 31 janvier, le président du Burkina a donné une interview que j'ai pris soin de regarder intégralement et décrypter. Il y a de grandes révélations dans ces interviews. Le même jour, celui du Niger a donné une interview plus longue encore, en français, en germain et en hausa. J'ai pris de regarder au moins en français et en germain. Il y a beaucoup d'informations dans ces discours. Celui qui ne fait pas attention, non seulement vous ne les regardez pas à cause de leur durée, mais vous n'allez pas saisir la quintessence de ce qu'ils disent. Je me suis donc dit qu'il serait bon de faire de larges conférences avec les cadres du pays, les opérateurs économiques, les milieux universitaires qui véhiculent par définition la connaissance, la jeunesse qui doit apprendre, parce que j'ai dit aux jeunes qui sont dans mon cabinet, les jeunes, préparez-vous à prendre la relève. L'administration n'a pas de relève. Aujourd'hui, nous sommes obligés souvent de prendre des retraités comme conseillers spéciaux parce que les nouveaux jeunes n'ont pas appris à travailler. Et c'est pourquoi beaucoup de jeunes qui sont au chômage, je leur dis, vous êtes ici, apprenez à travailler. Faites des notes techniques, allez-y voir vos anciens. Ne vous asseyez pas dans les bureaux en train de parler ou hausser le ton. Parce que c'est devenu le sport national. Quand des jeunes ne sont pas d'accord, celui qui crie le plus fort, qui tape sur la table, qui menace, les plus vertueux se taisent et les plus effrontés, généralement, c'est des ignares. C'est eux qui finissent par s'imposer. C'est eux qui finissent par s'imposer et ils pullulent partout. Dans les assemblées, dans les réunions, moi je les appelle, à l'instar de Senghor, les ignares triomphants. Vous savez, quand je l'ai dit la première fois, il y a quelqu'un qui a dit qu'on insulte les gens. J'ai dit, mais ce n'est pas une insulte. Ça, c'est un terme littéraire, c'est Senghor qui l'a dit. C'est des gens qui croient qu'ils connaissent tout, alors qu'ils ne connaissent rien. Ils sont nombreux au Mali, dans les écoles, dans les partis, dans les parlements. Voici des messieurs qui en imposent à tous. Et les gens les plus vertueux, les plus corrects, les plus scrupuleux finissent par se taire et abandonner. Et finalement, le pays est dans les mains de ceux qui ne contribuent pas à son avenir. On se retrouve dans la situation d'il y a plusieurs siècles où un roi chinois voulait faire la guerre à tous ces pays voisins, parce qu'avant, vous savez, c'est la raison du plus fort. On fait la guerre, on prend des territoires, on ajoute. Il y a un conseiller qui lui a dit, monsieur le roi, si nous faisons la guerre, nous allons perdre beaucoup d'argent et beaucoup d'hommes pour rien. Nous allons travailler en douceur. L'élite politique
ils ne sont pas nombreux. Essayons de les lier des relations de corruption avec eux. Au bout de 20 ans, va s'habiter chez les gens, il y aura une habitude, ou pour être quelqu'un, ce n'est pas les connaissances. Il s'agit d'être un corrompu qui a beaucoup de relations. La population, nous essayons de désorganiser leur système éducatif. Que les élèves les moins vertueux émergent. Au bout de 20 ans, nous aurons une école où le niveau intellectuel est largement en dessus du coefficient moyen. Si vous déclenchez la guerre contre ce pays, vous gagnez en quelques jours. Parce que vous aurez un État dirigé par des corrompus et peuplé par des ignorants, qui ne veulent ni se battre, ils sont habitués à jouir et qui ont peur de la mort. Donc en quelques années, vous les prenez tous, vous les soumettez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au Mali, quand vous regardez, si l'élite dirigeante ne fait pas attention, on risquait, il y avait des gradis de se retrouver dans quelques années avec des dirigeants corrompus, je vais vous démontrer, quelqu'un qui a 3-4 passeports en poche, qui jure fidélité à 4 nations, et il dirige chez nous. Il est à la défense, il est à l'administration territoriale, il est aux affaires étrangères. Partout où il y a les confidences du pays, il est là-bas. Mais chaque vacances, il va voir son deuxième ou son troisième pays, c'est là-bas qu'on vend tout. Il devient ministre des Affaires étrangères. Il accède à tous les archives de l'État et les photocopie. Quelques mois après, on change de gouvernement, il prend, il quitte, il va dans un pays, c'est arrivé au Mali. La personne est allée dans sa deuxième nationalité. On lui a créé un poste le même jour. Quelques semaines après, il continue, la vie continue. Au Mali, on a vu ça. La défense des citoyens sont ministres de la Défense. Ils ont 2, 3, 4 passeports. Ils quittent, ils vont avec tous les secrets de la défense. Voici ce qu'on avait. Les militaires mouraient, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas leur affaire. On les enterre dans des fosses communes. Lui, il est dans les avions. Comme je dis, quand les gens comme ça se baissent, le passeport qui tombe, quand ils ont besoin, ils le prennent. Les autres, ils les gardent en attendant. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et on va sur le terrain de la connaissance. Les moins vertueux ne réussissent pas. Même dans l'armée, les forces de sécurité, des gens se permettent de recruter des gens qui n'ont pas passé les tests. Ils vont au front, c'est pour mourir. On envoie 200 personnes quelque part. Ceux qui organisent le dossier, en réalité, envoient 100 personnes. Mais les adversaires comptent. Ils savent qu'il n'y a que 100 personnes. Les 100 qui arrivent, au lieu d'avoir 100 fusils, ils en ont 50. Les adversaires le savent. Ceux qui ont 50, au lieu d'avoir des chaînes de balles, ils ont un chargeur. Les adversaires le savent. Ils les tendent une embuscade, ils tombent sur eux. Au lieu d'avoir 200 combattants, tu as 50 combattants avec un chargeur qui finit en quelques minutes. Eux, ils ont des longues files et ils les bousillent tous. On va les enterrer, on fait des funérailles, on dit Allah Kahinou là. Bon, et puis on retourne à la maison. Petit à petit, la nation se désintègre. Et au bout de quelques années, nous n'aurons plus de pays. Ça, c'est le sort qui nous était réservé. C'est ce que je voulais vous expliquer pour que vous compreniez bien. Maintenant, il y a quelques jours, je regardais les médias, parce que moi, surtout, j'ai entendu des journalistes, des hommes de médias dire « Mais la transition n'a pas l'armée. » Mais il n'y a rien. Et ils formatent l'esprit des gens. Moi, j'avais des gens à côté qui faisaient comme ça. Mais j'ai dit à eux, est-ce que tu sais de quoi ils parlent? Immédiatement, j'ai eu l'idée de faire un additif à mon discours aujourd'hui au président de la transition. Je devais lui présenter les vœux du gouvernement. J'ai ajouté un additif que j'ai écrit hier entre 0h et 2h du matin. Je vais vous rendre compte pour que vous compreniez que la transition, là, ce n'est pas seulement l'armée. L'armée, oui, il y a 10 000. Mais le Konadimi, là, il faut que vous voyez ça avec même des lunettes en bois. Donc le Konadimi, là, ce qu'il y a là-dedans, c'est ce que j'ai ajouté à mon discours. Je crois que le président va être surpris ce matin
que ce n'était pas dans son discours. Voici ce que j'ai dit. J'ai dit additif au discours de vœux du nouvel an du Premier ministre au président de la transition. J'ai dit, Monsieur le Président, avant de terminer, je voudrais, avec votre autorisation, m'adresser à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora, en un mot à tous ceux qui nous observent, au Mali, en Afrique et dans le monde entier, et tenter de donner quelques réponses non exhaustives à la question qu'il se pose. Quel est le secret de la réussite et de la solidité comme un roc de la transition malienne? Première question. C'est pour répondre à ce monsieur-là qui dit qu'il n'y avait que Kidal. Deuxième question. Mais pourquoi est-elle si résistante, résiliente et vole de succès en victoire, malgré les obstacles et les adversités de tout genre, au point que le Mali est regardé et admiré de partout? Troisième question. Quel est leur secret? Mais ces questions-là, si les Maliens ne se les posent pas, ils ne vont rien comprendre de ce qui est en train de se passer. Venir s'asseoir dans les médias et dire que rien n'a changé sous la transition, à part le fait qu'on a pris Kidal. Alors que lui-même, il ne croyait pas. Les Maliens qui croyaient qu'on allait reprendre Kidal, sur 100, peut-être les 95 ne croyaient plus. Beaucoup n'ont pas cru. Et récemment, il y a des gens qui ont dit qu'ils vont faire des délégations pour aller me féliciter. J'ai dit, mais nous, on n'a pas fait ça pour être félicités. Parce que la même personne, j'ai discuté avec lui il y a quelques semaines. Il me disait qu'il faut, vous et vos partenaires russes là, sachez que le Nord, ce n'est pas la Tchétchénie. Vous êtes des va-t-en-guerre. Vous ne pourrez rien changer. Et quelques semaines après, il vient me dire qu'il veut présenter des félicitations. Moi, j'ai dit, je n'en veux pas. Nous, on n'a pas fait pour être félicités. On a fait parce que historiquement, c'était clair dans notre tête qu'aussi longtemps que cette confrontation n'ait pas lieu et qu'on batte les ennemis du Mali, tout le reste, ça va être de la parole seulement, en attendant le réveil brutal, ce que vous n'avez pas compris. C'était prévu que dans 30, 40 ans, on se réveille. Beaucoup ont quitté le Mali. Les ethniques se sont haïs. Les gens sont divisés. Ceux qui ont 3 4 passeports avec leurs familles, vous allez voir, certains vont rentrer dans les avions. D'autres vont prendre les trains d'atterrissage, des avions comme en Afghanistan pour quitter. Et il n'y aura plus de Mali. On travaillait à nous mettre ça dans la tête. Tout le reste là, c'était de la poudre aux yeux des Maliens. Donc il fallait bien expliquer cela. Donc en essayant de répondre à ces questions, j'ai dit, Monsieur le Président, le principal secret, Monsieur le Président, réside dans votre leadership et sa qualité. C'est le même pays, les mêmes militaires, les mêmes terroristes qui sont plus sponsorisés. Et pourquoi hier on a perdu Kidal, aujourd'hui on a pu prendre? C'est le leadership qui a changé. La qualité, sa vision. Donc quand quelqu'un vient me dire que rien n'a changé, sauf la prise de Kidal, c'est que lui il a des lunettes en bois, il ne lisait rien du tout. J'ai dit, c'est votre perception de la mission que l'histoire du Mali et le peuple vous ont confiée en tant que citoyens et celle de vos compagnons d'armes. La compréhension de cette mission par lui-même et ses compagnons d'armes, ça c'est un changement qualitatif. Dans notre langue, on le dit, que les pétards là, ils regardent celui qui est devant eux poursuivre. Le leadership du Mali a changé. Celui qui ne comprend pas ça, je crois qu'il est sur d'autres planètes ou bien il ne veut pas comprendre. Je dis la deuxième qualité réside dans la solidité à toute épreuve du couple président-premier ministre de la transition. Deux hommes au parcours certes différents, mais qui sont intimement liés par le fort désir et la rate obligation de faire la politique dans l'intérêt supérieur exclusif du Mali. Construire le Mali nouveau, le Mali croit, et ce, dans toutes ses dimensions d'un État moderne, dans le concert des grandes nations. En d'autres termes, réaliser ce qui est possible et rendre possible ce qui est nécessaire pour le Mali. Et c'est ça la politique. J'ai dit aux gens, il ne s'agit pas d'aller mentir. Politique, la politique, c'est un art. Ce n'est pas une science exacte. Moi, je suis un ingénieur de télécom.
Beaucoup d'hommes politiques, c'est des juristes. Il n'y a pas une école où on va apprendre. Quand vous allez dans les écoles, là, vous devenez un conseiller. Mais être un homme politique, là, il n'y a pas une école où on apprend pour l'instant. C'est l'école de la vie. Et nous avons compris qu'il faut un véritable art pour réaliser ce qui est possible au Mali. Ce qui est nécessaire et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour les Maliens, c'est recouvrer leur unité. Il fallait trouver une alliance en roc pour arriver à cela. Celui qui doute, celui qui recule devant les difficultés, il ne peut pas le faire. Nous avons eu la chance, nous nous sommes retrouvés, et la grande nation malienne, qui est d'une civilisation millénaire, qui est fière de son passé, a décidé d'affronter le présent avec courage et détermination sans faille pour lever tous les verrous et obstacles dressés depuis quelques années sur le chemin du Mali et qui demeurent confiants à l'avenir. La confiance, j'en ai parlé. Nous devions avoir confiance en nous-mêmes. Un peuple qui a confiance, rien ne lui est impossible. Il fallait que nous ayons confiance que nous allons reprendre Kidal. C'est une attaque. Aujourd'hui, avec la prise de Kidal, les gens ont compris qu'impossible n'est pas malien. Donc c'est très important que les uns et les autres comprennent. Les relations entre le président et le premier ministre, c'est du rock. J'ai dit à certains qui voulaient jouer sur les petites contradictions, vous savez, même les dents se mordent souvent. Un premier ministre qui croit que dès qu'il est Premier ministre, il faut que tout ce qu'il veut se réalise. Dans un État, il y a le chef. Dans un pays, je dis souvent au ministre, il y a Dieu, il y a le peuple, il y a les lois. Après eux, là, c'est le président, c'est le chef. Si tu crois que tu es Premier ministre et on fait ce que tu veux, tu vas aller te bagarrer tous les jours avec les gens. Parce qu'on n'a jamais tous les jours satisfaction. Quand tu es Premier ministre, tu avales 8 couleuvres, un bois, et tu travailles avec un. Si tu n'as pas ça en tête, croire que ça veut dire que tu as perdu de vue ta mission principale. Or, dans la tête du Premier ministre, dans la tête du président, c'est Kidal. Tout le reste, là, il faut l'accepter souvent. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, Kidal ne pouvait jamais être libre. Donc cette symbiose d'opinion a fait que pendant 3 ans, tous les ennemis du Mali, de l'extérieur, des ministres, des hommes politiques, ont élaboré des discours. Premier ministre clivant, il divise les Maliens. Il ne peut pas rassembler. Ce n'est pas un rassembleur. Or, quand on entend des Maliens, mais c'est lui qui a volé l'argent des hélicoptères. Et celui dont les enfants sont morts parce qu'ils n'ont pas d'hélicoptère. C'est vrai, c'est des Maliens. On sait qu'il y a d'autres fait. Mais pour fait au Tekede. Donc, quand on est venu nous dire qu'on divise les gens. Je vous donne un exemple. Vous partez à Ndélimane. Ndélimane, la base est financée par l'aménagement. Barkhane construit la base. Et dans le désert, ils oublient de faire un puits. On sait que le besoin de l'homme dans le désert, c'est aller boire l'eau. Donc les soldats sont obligés de sortir, aller chercher de l'eau dans le hameau. Les terroristes étudient leur chemin. Un jour, ils viennent tomber sur les soldats, ils les tuent tous. Ils mettent des bonbons d'explosifs dans leur voiture. Ils vont rentrer dans le camp. Ils font exploser. Ils tuent la moitié des militaires. Ceux qui restent en vie se battent pendant 7 heures de temps. On les tue tous un à un. Parce que le monsieur qui devait faire acheter les hélicoptères et aller fricoter avec des sociétés étrangères, l'argent est sorti du trésor, aucun hélicoptère. Ils sont morts, on vient les enterrer. Donc, j'ai dit aux gens, Neni Mali on bébé se kado dakelen fait. Mais un gabo dakelen fait. Un voleur la nene allait te beau dakelen fait.
Donc les gens ont élaboré leurs termes. Le Premier ministre clivant, il divise les Maliens, et les Maliens sont très sensibles. Nous sommes restés droits comme un i. Et quand on est droit comme un i, on ne cherche pas à faire comme ceux qui clignotent à droite, ils vont à gauche. Après, on les croise, on les étrangle là-bas. Nous avons dit au président de la CEDEAO, quand on est devenu Premier ministre, il me dit, tu nous as tellement fatigués qu'on va t'avoir maintenant. J'ai dit, vous allez m'avoir. Oui, il dit, on t'attend au tournant. J'ai dit, mais moi, je ne tourne pas. Moi, je vais tout droit. Si tu attends au tournant, là, tu ne verras personne. Ça, c'est mon aîné président, l'ancien président du Nigeria. J'ai dit, nous ne tournons pas. Donc, c'est important que vous compreniez. Dans les nations, historiquement, chaque fois qu'on veut fragiliser un pouvoir, ce n'est pas compliqué. On cherche à faire la fission au sommet. Tous les pouvoirs politiques qui sont tombés, c'est venu comme ça. Vous allez trouver qu'au sommet, les gens qui sont venus ensemble, il y a un qui devient un génie des Carpates, ou bien un grand révolutionnaire. Si vous regardez en Afrique, nos pères de l'indépendance, on parle beaucoup d'eux, mais le culte de la personnalité, le mot grand rédempteur, ça c'est un Nkrumah, on ne l'appelait plus président. Président à vie, c'est lui qui l'a mené. En Guinée, c'est les responsables suprêmes de la révolution. On ne parle plus de président. Au Mali, c'est le guide. Tous ces aspects-là, ça plaît à celui qui fait, mais en réalité, petit à petit, il s'éloigne de l'équipe qui a pris le pouvoir ensemble. Et dès qu'il y a une fissure, les ennemis rentrent, ils font tomber le pouvoir. La deuxième façon de faire, c'est de laisser l'élite dans les grands discours, mais le couper de la masse. Il parle, la masse ne comprend rien. Un jour, comme on dit en Bamana, Abe Mourti. Parce que dans une société, vous avez 98%, c'est la population. Les 2%, c'est entre ceux qui dirigent et ceux qui s'opposent. Ils se battent chacun pour avoir les 98%. Donc, pour stabiliser un pouvoir, il faut maintenir en permanence le lien organique, étroit entre la base et le sommet. Le président nous dit souvent, le centre de gravité de la transition, ça doit être le pouvoir. Tant que les gens savent que vous avez ça doit être le peuple avec vous. On ne joue pas avec vous. Vous avez l'embargo quand on l'a pris. Tous les grands spécialistes, y compris dans les mouvements où je suis, ils ont dit non, le Mali ne peut pas tenir, c'est une histoire de 2 semaines, le gouvernement là va disparaître. On a tenu plus de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on a organisé le 14 janvier sur instruction du président pour voir ce que les Maliens pensent. L'embargo a eu lieu le 9 janvier, dimanche. Le même soir, le président nous a réunis. Le même soir, on a pris la décision de faire un communiqué pour leur montrer qu'on n'est pas abattu. Le lendemain, lundi, conseil des ministres extraordinaire. Beaucoup m'ont vu, c'est la première fois que j'ai porté les tenues militaires pour venir. Le même jour, le gouvernement a adopté 2 mesures. La première des choses, il faut qu'on élabore un plan de riposte pour plusieurs mois. Deuxième chose, le président veut savoir qu'est-ce que les Maliens pensent de nous. On a lancé un appel pour sortir le 14 janvier. Les ministres, on est descendus dans mon cabinet. En 3 jours, on a fait le plan de riposte, je l'ai remis au président le mercredi soir. Sans changer rien dans le reste du programme du gouvernement. Le vendredi, au lieu du Conseil des ministres, on a réuni le Conseil national de la défense. C'est de là-bas que je suis allé à la place de l'indépendance. Les Maliens ont mobilisé 4 millions de Maliens. C'est du jamais vu depuis l'indépendance. Et il n'y a aucun chef d'État africain qui peut mobiliser en 4 jours, sans donner un franc, 4 millions de citoyens. En réalité, ça c'est de la politique. Ce n'est pas de venir crier sur les gens. On a donné l'argent à personne. Même le mouvement politique où je suis, certains ont refusé. Et mais qui organise ça? C'est le Premier ministre, c'est le président. Mais c'est des citoyens qui se sont organisés, ils ont mis quelqu'un à leur tête, il s'appelle Alaï Bokoum, il est là. C'est eux qui ont organisé. Mais les Maliens sont sortis.
Je vous assure que c'est ce jour que le destin de la transition s'est joué. Parce qu'il y a des ambassades qui ont fait des lettres confidentielles pour dire à leur gouvernement, attention, ces messieurs que vous voyez là, ils sont plus populaires que vous ne le pensez. Et c'est pour cela que nous avons été très heureux quand le président nous a proposé de choisir le 14 janvier comme la journée de la souveraineté retrouvée. Parce qu'on avait décidé de nous rabattre le caquet pour qu'à partir de ce jour-là, nous ne soit plus rien. Vous savez, la première transition, comment ça a eu lieu? On a menacé le gouvernement d'embargo, les Sanogola, ils ont tout abandonné. Parce que les gens croyaient que c'était les militaires. Il faut faire de la politique. La société, c'est la politique. Si jamais on s'était assis seulement ce jour-là, ils allaient se coaliser. Mais quand ils ont vu le peuple, ils se sont interrogés. La suite, vous la connaissez. Mais si l'équipe n'était pas solide comme un roc, chacun allait chercher. Moi, j'ai des présidents, parce que la plupart, je les connais. Oui, mais qu'est-ce que tu fais avec les militaires là? Ils vont te trahir tôt ou tard, ils ne sont pas sérieux. Vous savez que moi, j'ai la conviction que c'est les mêmes personnes qui vont appeler les militaires pour leur dire, mais qu'est-ce que vous faites avec ce type-là? Il n'a personne derrière lui d'ailleurs. C'est quelqu'un qui n'a rien, il vient s'accrocher à vous pour exister. Et si jamais on n'est pas vigilant, il y a un président qu'on a attrapé il n'y a pas longtemps, moi je l'ai rencontré dans une visite officielle, avec son ministre des Affaires étrangères, j'ai fait 2 heures de temps pour me convaincre que j'ai une carrière politique à ne pas compromettre avec ces militaires. On a discuté pendant 2 heures. Je suis sorti, je crois qu'ils ont cru qu'ils m'ont convaincu. Ils sont allés à droite, moi je suis allé à gauche. Et cette gauche-là, je suis venu au Mali, j'ai dit qu'il faut qu'on consolide les relations avec le président. C'est la seule chose pour qu'on échappe. La troisième raison de la solidité de la transition malienne réside dans la mise en œuvre et dans la portée de grandes décisions que vous avez prises dans la période critique et charnière de 2021-22. Vous vous souviendrez, lorsque le Premier ministre a été nommé, le président a été invité à l'Assemblée générale des Nations unies. Le président m'a appelé. Il m'a dit, va me représenter. Dans des cas comme ça, les gens font les discours, on donne, que les gens voient. Moi, je connais des prémices. Ou bien tu fais ton discours, il vient le président censure. Le président ne l'a pas fait. Il me dit, vous savez ce que je pense et ce que les Maliens pensent. J'ai confiance en vous. Mais je suis parti. Les balabala, depuis qu'il y a gauche à Dala, jusqu'à présent, on l'a laissé en plein vol, on ne lui a même pas donné de parachute. Et depuis, la donne a changé dans le monde. Les gens se sont dit, mais ces Maliens-là, ils viennent d'où? Des Maliens qui viennent parler comme ça. De là-bas, j'ai pris l'avion pour aller rencontrer les Maliens chez eux. Leur ministre des Affaires étrangères m'a dit qu'il m'envoie quelqu'un qui est venu philosopher l'histoire du Mali. Ils ont été en Russie, on perd notre temps. C'est à quoi ils sont habitués. Quand il a fini, j'ai dit, monsieur, vous savez que vous avez un problème. Vous vous trompez d'époque. Le colonialisme est terminé, en tout cas au Mali, dans l'esprit des dirigeants. Vous vous trompez de dirigeants. Ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui, leur souci, ce n'est pas d'être apprécié par vous. C'est d'être apprécié par les Maliens. J'ai dit, regarde l'hôtel où je suis. J'ai dit, regarde l'hôtel où je suis. Avant, c'est 10 fois ça. Mais vous ne pouvez pas loger dans un hôtel comme ça. Parce que vous êtes sur les fonds publics. Les hôtels trop chers, là, c'est pour les stars. Mais quand les Africains viennent, c'est là-bas qu'ils vont. Vous ne pouvez pas parce que vous respectez votre peuple. Chez nous, là, on cherche à dormir et être en phase avec notre peuple. Assimi Goïta, il quitte Kati, il est à Koulouba. Il n'a pas besoin d'hôtel de luxe. Nous aussi, vous avez refusé de me donner le cortège, parce que quand je suis venu de Washington, on a retiré le cortège de la voiture du Premier ministre. L'ambassadeur était très gêné parce qu'ils sont fâchés. J'ai dit, Excellence, moi je viens du village. Si vous n'avez pas de chauffeur, vous me donnez le volant. L'essentiel, c'est que j'arrive dans mon hôtel. Cortège, ou qu'à cortège, c'est leur affaire.
Parce que quand je partais à New York, j'avais un cortège. Quand je suis revenu, ils ont enlevé le cortège. Vous avez assisté les autres Africains, il va être abattu, il va prendre peur. Je dis ça, c'est pas nous, c'est pas la même équipe qui est au Mali. La troisième chose, je l'ai dit que vous trompez de pays. Quand vos grands-pères ont colonisé l'Afrique, il y a des pays qu'ils ont pris en quelques semaines. Chez nous, vos ancêtres ont fait 38 ans de guerre. Du 22 septembre 1878 au 16 juin 1916, quand Firoun a été pris. La première, c'était la guerre de Saboussiré. La deuxième, c'est la guerre André-Mboukan. 38 ans. Je dis donc, ce n'est pas un peuple qu'on vient prendre comme ça. Il faut changer ces trois logiciels. Si vous ne les changez pas, vous allez continuer à vous tromper. Il est venu avec un air très menaçant, complètement dégonflé. Il me dit, mais lui, il a été en Russie au mois d'août, que les Russes lui ont dit qu'il ne vont rien faire, qu'on se méfie parce qu'on va se tromper. Il lui a dit que vos informations sont périmées. Vous étiez là-bas au mois d'août. Moi, je viens en septembre, je viens des Nations Unies. L'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères russe m'a dit que tous les engagements qu'ils ont pris, ils vont les respecter. Donc, allez-y revoir votre copie. Il a pris ses bagages, il est parti. Le lendemain, j'ai pris mon avion, je suis rentré au Mali. Et c'est en ce moment qu'ils ont décidé de mettre une nouvelle technique. Regrouper des journalistes, des hommes de médias, des hommes politiques, élaborer des éléments de langage. Il faut déstabiliser ce Premier ministre-là. Il faut qu'on arrive à l'enlever. L'esprit de la dictature, c'est un ministre qui dit là-bas, il se réclame d'un dictateur, il ne connaît pas la démocratie. Il y a un autre qui veut, il est clivant, il ne peut pas rassembler les Maliens. L'argent se distribue, chaque semaine il se retrouve pour faire le point. À quel point on l'a affaibli. Ah, le président, c'était un imperturbable. Même premier ministre désert vraiment ça passe dans les antennes, mais c'est une stratégie. Le président est resté vraiment imperturbable sur ce plan. Il les a laissés crier. Un jour, il a pris son stylo, et ce qui est advenu, vous le savez. En tout cas, ce discours-là, ça a cessé pendant un moment. Mesdames et messieurs, ces décisions ont trait, entre autres, au choix entièrement assumé du président de la transition d'instruire au gouvernement de faire les assises nationales courant 2021. Est-ce que vous savez que quand le gouvernement a été nommé le 11 juin 2021, premier conseil des ministres, deuxième conseil des ministres, on a trouvé que personne ne voulait des assises. La majorité des gens ont dit que ça ne peut pas se tenir. On a fait des papiers, des partis se sont réunis, on a fait des résolutions. C'est lui qui m'a présenté ça. J'ai dit, monsieur, vous savez, tous ceux qui font la politique au Mali, moi j'ai leur nom, je connais d'où ils viennent. Les gens qui ont dirigé votre affaire là, l'un était parmi ceux qui ont fraudé en 2018. Il ne peut pas être une leçon pour moi. Le deuxième, c'est un député qu'on a fait tomber, disqualifié. Le troisième, c'est un apparatchik sans situation. C'est eux qui vont nous dire, on fait tomber un régime, c'est eux qui vont faire un rapport sur lequel le Mali va travailler. Je l'ai dit, il y a 200 partis au Mali. Vous avez réuni 30. Pourquoi vous avez voulu le parti du Premier ministre? Je lui ai dit de faire attention. Nous là, personne ne peut nous rouler dans la farine en ce qui concerne la politique au Mali. Si tu veux nous rouler, c'est toi qui vas te rouler dans la farine. Et notre chance, c'est que le président de la transition, après mûre réflexion, a pris la lourde responsabilité de dire au gouvernement, suivez le gouvernement, faites les assises. Faites-les d'ici la fin de l'année. Il me dit, la seule chose qu'on vous demande, le peuple malien doit adhérer aux assises. Le peuple ne doit pas avoir l'impression qu'on lui impose des choses. On a fait les assises. Et c'est là qu'on a fait l'ingénierie politique que beaucoup ne comprennent pas. Les 23, les 24, 25 et 26 septembre 2021, les assises se sont tenues. C'est le 25 septembre que l'ensemble des forces politiques et sociales ont pris la décision de tenir les assises. C'est le 25 septembre qu'on a donné le coup à la bouche du Balabala, où ils ne se sont plus réveillés. Ces deux dates-là, beaucoup ne comprennent pas. Les assises se sont tenues. La suite, vous la connaissez. À la date d'aujourd'hui,
Tous ceux qui veulent parler de l'avenir du Mali, y compris le président, ils parlent de la mise en œuvre des assises. Les assises, pourquoi? Ceux qui ont fait tomber le régime ont une idée. Dans le groupe, il y a toutes sortes de personnes. Les militaires qui ont arrêté le système, ils ont une idée. S'ils mettent leurs idées ensemble, ils peuvent trouver les raisons pour lesquelles le régime est parti. Mais le Mali, ce n'est pas eux seulement. Il fallait écouter tous les Maliens. Quand on écoute tous les Maliens, on a une vision holistique, plus représentative de ce que les Maliens veulent. Et c'est ce que les assises ont fait. Sous la haute direction des 3 ministres qu'on a appelés les triumvirats. Le ministre d'État chargé de l'administration territoriale, le ministre de la refondation et la ministre déléguée chargée des réformes politiques et institutionnelles, auquel je voudrais qu'on rende un hommage, parce que c'est une page importante de l'histoire qui a été écrite. Le sort de la transition, de la même façon dont il a dépendu du 14 janvier, il a dépendu des conclusions des assises. Est-ce que vous savez que quand on formait le gouvernement, quand j'ai dit au ministre de la refondation qui va être ministre, il dit non, non, que lui, il ne s'est pas battu pour ces choses-là. Vraiment, il faut qu'on le laisse en paix. Maintenant que le régime a changé, il va aider ceux qui vont venir. Il dit, hey, c'est avec toi qu'on restait jusqu'à 0h, 2h là pour parler de refondation. Les Maliens, il y a beaucoup qui ne comprennent rien de la refondation là. Moi, je ne vais pas être là à expliquer aux gens. Le rôle du Premier ministre, c'est faire la coordination. Tu vas venir, c'est toi qui vas expliquer aux gens. Il est venu. Après, un jour, il me dit que vraiment, quand il parle avec les gens, ils comprennent ce que ça veut dire, ce qu'on veut refonder. Les termes de Malikoura, refondation, rectification, vous savez, c'est quand on a compris que certaines choses se passent qu'on est allé là-dedans. Mais après, quand on a tenu les assises, vous savez que dans notre pays, on est habitué au per diem. Les gens ne croyaient pas qu'on peut ne pas donner l'argent. Le ministre de la refondation et un de mes conseillers se sont arrêtés. Ils ont dit aux Maliens que le pays n'a pas d'argent. Personne ne nous donnait un franc. Les Maliens, quand on leur explique la vérité, ils acceptent. Ils ont renoncé à 2,4 milliards ont été économisés grâce à l'intervention des ministres et de ses collaborateurs. Ça, ce n'est pas fréquent. Ça nous a montré qu'au Mali, rien n'est impossible. Les Maliens veulent juste avoir des dirigeants honnêtes. Ils veulent savoir la vérité. C'est comme ça que les assises se sont tenues. Mesdames et messieurs, je dis à monsieur le Président, ces décisions ont la 4e raison. C'est de la solidité de la transition. Et réside dans la conviction et la compréhension partagée au plus haut sommet de l'État que pour espérer un jour unir le Mali et aller vers la paix et la réconciliation nationale, le progrès, l'État malien doit d'abord libérer Kidal et tout le nord du Mali du joug des terroristes et de leurs alliés. Si on n'avait pas cette conviction chevillée au corps, avec les pro, on allait reculer. Il fallait que ce soit dans la tête du président et de ses compagnons militaires, dans la tête du gouvernement, que tout ce que nous faisons là, l'objectif final c'est Kidal. Aussi longtemps qu'on n'a pas libéré Kidal, tout ce qu'on va faire là, ce n'est que des actions intermédiaires. Mais beaucoup ne comprenaient pas ça en ce moment. Cette conviction fait partie de la raison de la solidité des relations entre le président et son premier ministre qu'il a nommé. Parce que j'ai dit aux gens, n'oublie pas, le président a été investi au nom du peuple malien par la Cour suprême. Le premier ministre a une légitimité, certes qu'il avait avant, mais là c'est une légitimité déléguée. C'est le président qui a signé le décret. Donc ils doivent travailler en harmonie et en symbiose. Et je vous assure que le respect mutuel que nous nous sommes manifestés est à la base de la réussite de la mission. Et enfin, on peut citer parmi les raisons profondes du succès de la transition malienne la réalisation de l'essentiel des objectifs du peuple malien insurgé du 5 juin au 18 août 2020. Vous savez, actuellement, il y a beaucoup de bruit. La transition n'a rien fait. Je viens de vous démontrer le contraire. Mais les gens ne se posent même pas la question. Mais qu'est-ce que les Maliens ont demandé entre le 5 juin et le 18 août? Premièrement, la sécurité. Deuxièmement, la lutte contre la corruption et l'impunité. Je vous viens de vous parler de ces hélicoptères-là,
ou bien des journalistes qui disparaissaient. Les réformes politiques et institutionnelles. Les troubles sont partis de la contestation des élections. Donc il fallait mettre un organe unique indépendant pour que les résultats des futures élections soient les moins contestés possibles. Il fallait une nouvelle constitution. Il fallait un nouveau pacte social et de solidarité. Et il fallait voir comment appliquer l'accord pour la paix et la réconciliation. Certains ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. D'autres disent qu'ils sont d'accord. Je leur ai dit, on va mettre intelligent. Application intelligente. Les gens disent, mais ça, c'est quoi ça? J'ai dit, ça veut dire que chaque fois qu'on veut appliquer, on regarde si ça ne va pas contre les intérêts du Mali. Les intérêts du Mali, c'est son unité, l'intégrité territoriale sur l'ensemble du territoire national, l'autorité de l'État, la forme républicaine et laïque de l'État. Chaque fois qu'on lit un article, s'il est contraire à ça, il n'est pas intelligent, on l'enlève. Ils ont dit, bon, Ayatou est intelligent. On a tellement bien impliqué intelligemment qu'on a libéré Kidal pendant que certains dormaient. Tant mieux. Donc, voici les demandes du peuple. Mais certains sont dans d'autres débats aujourd'hui. Ces demandes, dans aucune de ces demandes, vous ne pouvez pas dire qu'Assimi Goïta n'a pas réussi. Les gens parlent de Kidal, qu'on a pris Kidal. Mais les autres points là, on a réussi partout. Qu'on a mis des dos. Donc ça, il faut que vous, les jeunes cadres, les intellectuels, les professeurs, vous compreniez que la réussite de la transition, elle est globale, elle est totale, elle est conforme aux demandes du peuple malien. C'est pourquoi elle est solide. Les autres sont venus. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes 3. Quand vous êtes 3, vous êtes toujours plus forts. Et nous savons que chaque fois qu'on veut s'attaquer aux autres, en réalité, c'est nous qui sommes visés à distance. Hein. Vous savez, la dernière fois, ils voulaient s'en prendre au Niger, parce qu'il leur croit plus faible. Si le Niger tombait, ils allaient s'en prendre au Burkina. Mais l'objectif final, mesdames et messieurs, c'était le Mali, pour nous amener à ne jamais penser renverser un régime qui sert leurs intérêts. Nous leur avons dit dès le début que ceux qui sont à la tête du Mali ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne. Et c'est pour cela que nous avons mis les gens en garde. Que celui qui va toucher à un cheveu du Niger, nous allons lui raser la tête. Ouvre. Et petit à petit, nous sommes allés jusqu'à la création de l'AES. Est-ce que vous savez qu'un moment avant la création de l'AES, la CEDEAO a voulu comploter à travers un pays de la CEDEAO pour tomber et déloger la direction du Niger. Mais quand nous avons été informés, on a dit qu'il faut prendre le train en marche. Nous, on va plus vite qu'eux. On a créé l'AES, on a lu en même temps qu'on est sorti de la CEDEAO. Je crois que beaucoup n'ont pas dormi. Parce qu'ils se sont dit, mais ces gens-là, de quoi ils sont capables? Nous, on veut aller faire la guerre, et ils sont sortis. Où est-ce mis leur force d'attente là? Ils l'ont mis en place depuis avril 2012, quand notre président est tombé. La CEDEAO a mis en place une force d'attente qui est en train d'attendre jusqu'à présent. Je ne sais même pas quand elle va se réveiller. Donc cette force-là n'est plus jamais revenue. C'est pour vous dire que je ne vais pas lire le tout pour ne pas vous fatiguer, mais c'est l'essentiel que je vais vous dire. Vous savez, depuis 2002, tous les discours que moi j'ai tenus sont archivés et sont sur YouTube. Celui qui veut peut aller regarder. C'est pourquoi moi je ne triche pas avec les gens. Les convictions fortes, il faut toujours les défendre. Parce que c'est ce qui prévoit à la fin. Quand on va être toujours avec les pouvoirs, qu'ils soient bons ou non, un jour ou l'autre vous allez regretter. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, on a fait une analyse. La direction du Mali est venue à la conclusion que toutes ces forces internationales qui sont chez nous, MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, ECAP, et Petiti et Patatala, en réalité, tous ces messieurs étaient là. Il y avait une grosse camisole avec un monsieur derrière qui tire les ficelles. On a mis sur nos têtes, nous embrouiller. Cancun, Donyogona, on va continuer à se tuer. Dogon, Peul, Petit Pata, d'ici 20, 30, 40 ans. L'élite, l'oligarchie qui travaille pour elle, va avoir de l'argent, des comptes,
des passeports et elles vont chez elles. L'or, les manganèses, toutes les richesses, ils vont aller s'enrichir avec. Beaucoup ne savent pas que depuis 2012, à Kidal, on exploite de l'or. Où va l'or? Il n'y a aucune route à Kidal, ni à Gao, mais il y a une oligarchie à Bamako qui vit de ça. Quand l'essentiel va, il y a certains membres de l'oligarchie qui amènent l'or. C'est distribué aux grandes pontes, dans l'armée, dans la justice, dans les partis politiques, et ils envoûtent les gens. Réunion des partis, le monsieur V, il sort 1 million, tout le monde est content. Mais on ne sait pas où est-ce qu'il a pris l'argent. Donc nous nous sommes dit que cette camisole-là, il faut qu'on la détricote, mais de façon méthodique. Nous avons commencé par Takuba. Takuba, pour ceux qui ne savent pas, en Sora et en Tamashek, c'est le sabre pour diviser. Tous leurs mots là ont un sens. Si tu divises Menaka, l'armée malienne ne pouvait pas survoler Menaka. Quand on va, ils nous disent, ah, c'est les forces, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Le Mali ne peut même pas payer des lunettes à vision nocturne. Beaucoup de pays ont écrit pour dire que leurs armées vont venir. Les Danois, les Portugais, les Hongrois, d'autres étaient dans le rang. Déjà, on a compris que ces messieurs-là, ils voulaient transformer Menaka en une zone d'entraînement de toutes les forces spéciales de l'Union européenne. Ce n'est pas pour lutter. Leurs forces spéciales vont venir là-bas dans le désert pour s'entraîner. Mais aucune lutte contre le terrorisme. On a gardé les papiers. Et puis les Danois ont pris leurs soldats, ils sont venus un jour parce que le Balabala leur a dit d'aller. Mais on a dit, mais qui vous a dit de venir? Quand c'est l'ancien président, Alain Fleni, on dit, mais l'ancien président, il n'est plus là. Et puis même s'il était là, quand on décide d'aller en France, vous avez l'invitation de vos parents. Mais après, il faut un visa. C'est écrit dans le texte que les opérations militaires doivent être coordonnées avec l'armée malienne. Qui vous a dit de venir? Ils n'ont pas de papier, on leur a dit de rentrer chez eux. Les Balabala leur a dit de ne pas rentrer. Mais on a fait du bruit. Le Parlement danois leur a dit que mais si les gens ne veulent pas que vous ayez chez eux, il ne faut plus rester. Ils ont pris le bagage. Les autres ont dit que Koulou est retenu Tuguni. Takuba Sara Alaka Hinala. L'étape suivante, c'était le G5 Sahel. G5 Sahel, c'est Mali, Burkina, Mauritanie, Niger, Tchad. Présidence tournante. Nous payons 400 millions par mois de cotisation. Le tour du Mali arrive. Un président d'un autre pays dit qu'il ne faut pas tenir une réunion au Mali, c'est un militaire qui est à la tête. Nous avons dit que c'est l'occasion est venue, on leur a dit, le président a dit, je vous donne une date. Si la réunion ne se tient pas, chacun va de son côté. La réunion ne s'était pas tenue, on a dit bye bye. Alaka Yafoma, Alaka Dairosuma. Et on a enterré G5 Sahel. Après, il est mort de sa belle mort d'ailleurs, parce que dès que le Mali est sorti, ça n'avait plus de sens. G5 est parti. On a dit maintenant Barkhane. Ils ont commencé à se préparer pour faire des affrontements avec nos militaires, casser nos hélicoptères et mettre le Mali en difficulté. Ils ne savent pas que nous, on fait de la politique. On a vu les gens de Gao. Les gens des M5 de Gao se sont organisés. On a dit aux militaires, aïe, Olabé, nous aussi, nous avons fait notre guerre, même si c'est avec la bouche. Les gens de Gao se sont levés une nuit. Barkhane a fui la nuit, c'est à la frontière du Niger qu'ils ont dit qu'il n'y a pas eu de passation. Tara, ils ont même oublié certains équipements militaires. Donc, Barkhane Tara, Aya Yorobla. Sinon, quand vous voyez la base, c'est la plus grosse base qu'ils ont fait. Ils n'ont pas prévu de quitter ici avant plusieurs décennies. C'est ça que les gens ne savent pas. Maintenant, Betara, maintenant les grands Menitou. Moi, j'ai fait 2 mois. Je reçois des chefs de mission diplomatiques. Quand on finit, vous avez certains ont une technique. Ce qui veut dire, à l'essentiel, là, ils attendent quand vous finissez. Mais, ministre là, il va partir ou non? Pour me tirer les verres du nez. Je lui ai dit, non, on attend que moi-même, je ne sais pas, on attend que notre ministre des Affaires étrangères parle. Mais moi, je savais ce qui se préparait.
Pendant ce moment, le peuple est en train d'exiger le départ de la MINUSMA. On faisait comme si on n'entendait rien. Mais chaque fois que le peuple parle à nous, on l'écoute tout. Seulement, ça dépend des moments. Et puis un jour, le président grand stratège a réuni ses principaux collaborateurs sur la question du départ de la MINUSMA. Le résultat, c'est de leur demander de quitter notre pays immédiatement. On a dit, mais est-ce que ça c'est possible? Notre ministre a été dire ça à New York. Ils ont dit, hey, les Maliens là, ils font du bruit. Depuis 2018, il y a des pays africains qui ont demandé aux forces internationales de quitter. Eux, ils viennent départent sans délai. Nous, on n'a rien dit. Nous sommes venus, nous avons édicté les principes. Départ ordonné, coordonné, sécurisé par l'armée malienne. Ils ne savaient pas qu'on travaillait avec méthode. Ils pensaient qu'on allait venir pam pam pam, quand les Africains mettent leurs chemises là, ils dansent et puis ils font ce qu'ils veulent. Ils sont allés, ils disent qu'on va regretter. Ils ont fait le tour là-bas, que les Maliens sont trop belliqueux. Ils vont regretter cette décision. Ils sont allés se concentrer à Ber. Ils ont miné des soldats, nos soldats sont tombés. Moi, je connais les chefs qui sont tombés là-bas. Ils ont failli se décourager. Depuis cette période, beaucoup d'entre vous m'écoutent. Moi, je ne parle que de l'histoire. Pour galvaniser nos troupes, pour leur dire qu'ils vont perdre des batailles, mais on va gagner la guerre. Parce que la guerre est juste. Ça, c'est des messages qui sont comme des balles pour les militaires. Notre président, notre ministre de la Défense, la hiérarchie militaire a fait une combinaison tellement scientifique que nous avons pris Ber à leur insu. On a cassé les reins là-bas. Et maintenant, on s'apprêtait pour aller au nord. Qu'est-ce qu'ils font? Les services secrets, les pays qui les sponsorisent, s'organisent avec leurs services secrets. Ils disent maintenant il faut s'attendre, il faut s'attaquer aux civils. Comme ça, les 90% dont je vous ai parlé de la population, là, ils vont abandonner les 1% des dirigeants. On voit des journalistes, ah, il faut la paix. Vraiment, il y a des gens trop belliqueux à la tête du Mali. On fait l'embargo sur Tombouctou. Ils détruisent le bateau Tombouctou. Ça, c'est les services secrets, je vous le dis. À Gao, ils font révolter dans le camp pour que les gens du Nord se révoltent contre les dirigeants. Heureusement, nos populations n'ont pas cédé. J'ai à cette occasion félicité les populations du Nord. Vous savez, à Gao, le jour où il y avait l'explosion dans la base, c'est un imam qui s'est levé dans sa mosquée pour haranguer les foules, leur dire que les terroristes doivent savoir qu'au Mali 2013 n'est pas 2012. Ils vont les retrouver des pieds fermes. Ils ne vont pas reculer. Le président a annulé toutes les cérémonies festives de la fête du 22 septembre pour aider les populations. C'est comme ça que nous avons pu passer le cap. Sinon, l'objectif, c'était de faire révolter la population contre le gouvernement. Ils ont échoué. On est monté plus haut. On a pris Anefis. Depuis 2012, le Mali n'est pas allé à Anefis. Ensuite, on a mis le cap sur Kidal et les autres. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Départ ordonné, coordonné et sécurisé. On se donne un rendez-vous à 8 heures. On vient, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6 heures. Et on dit, mais ça, c'est quoi ça? Et qu'ils sont en insécurité. Vous êtes venus pour sécuriser les Maliens. Vous-même, vous êtes en insécurité. Mais ça, c'est vraiment grave. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte de quoi? Il ne se croit plus malin. En réalité, toute la nuit, tous les blindés, les armes lourdes, ils les ont transférés discrètement aux terroristes. On a miné autour de la ville. Comme ça, les Maliens vont venir, ça va être l'hécatombe, ils vont mourir, et les blindés vont sortir pour les tuer. On les a laissés partir, on les a observés toute la nuit avec les drones. On a bousillé tous les blindés là, un à un. Et en quelques jours, entre là, nos soldats, avec un professionnalisme digne d'être enseigné dans les écoles militaires, a débroussaillé la situation et le Mali est rentré à Kidal. Chez Moboulika Bafanga.
Après, nous sommes allés à Tessalit, à Gelhok, la ville martyre, où on a tué les Maliens. On l'a pris. En ce moment, nous nous sommes dit, on était dans la guerre. La guerre, c'est une minorité déterminée qui peut l'amener. C'était l'armée malienne et la haute direction du pays. Mais construire le Mali, c'est tout le monde. Construire la paix, c'est plus difficile. C'est en ce moment que le président a mis en place le comité intermalien, où nous devons tous nous parler, pour qu'aucun Malien ne se trouve encore exclu du Mali. Pendant qu'on était dans ça, les terroristes qui ont assumé les actes terroristes avec les services secrets étrangers, ils disent qu'ils s'appellent CSP. Ils vont dans les pays étrangers. Les retours, ils viennent dans un pays voisin qui les héberge, qui crée une base pour eux et qui hypocritement dit qu'ils nous invitent. Nous avons dit accord là, accord d'Alger, accord de Ouagadougou, accord de Sicile, accord de Tougouni, accord de Kidal, accord de Menaka, accord de Gao, accord de Bintagungu, accord de Saboussiré, mais accord Chitese Kake, on ne fera plus d'accord encore hors du Mali. Lorsque cela a été dit, ils ont commencé à nous baga. J'ai dit que mais vous ne nous connaissez pas. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont pris les chefs militaires, aller à la frontière avec ce pays-là pour nous fatiguer. Nous sommes occupés d'eux, on les a envoyés au repos éternel, comme notre ministre de la Défense sait le dire. Et dès que ça s'est fait, ils ont décidé de passer aux menaces, nous inviter. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par accueillir sans concertation ni notification préalable au plus haut sommet de l'État algérien des citoyens maliens subversifs et des Maliens poursuivis par la justice de d'autres pays pour actes de terrorisme. Donc tous ces terroristes-là, et certains dont ils pensent qu'on a peur d'eux, ils les invitent là-bas, le président les reçoit, on montre à la télé pour nous impressionner. Nous, on ne peut plus être impressionnés par des images comme ça. D'ailleurs, récemment, je crois que j'ai vu des exercices militaires à la frontière du Mali. J'ai dit, mais ça, c'est la danse des diables. Nous ne cherchons pas à menacer quelqu'un. Nous sommes un pays pacifique. Mais nous voulons qu'on nous respecte. Et d'ailleurs, les Maliens ont décidé, sur l'impulsion du président, d'inscrire en lettres d'or dans leur constitution, à l'article 34, que désormais, n'importe qui veut collaborer avec le Mali, qui est obligé de respecter les 3 principes. Respecter la souveraineté du Mali, respecter les choix stratégiques du Mali, respecter les intérêts du Mali. C'est dans la Constitution. Article 34. À partir de ça, nous avons dit maintenant, tous ceux qui ne sont pas dans cette logique-là, nous ne pouvons plus nous convenir. Parce qu'il faut respecter la Constitution de chaque pays. Et mesdames et messieurs, ces terroristes-là qui sont organisés dans ces pays, on leur a fait des bureaux, ils agissent à visage découvert contre la sécurité nationale du Mali en toute impunité. La volonté des autorités algériennes de vouloir maintenir le régime des sanctions des Nations Unies concernant le Mali au cours du sommet des non-alignés s'est tenu à Ouaga le mois dernier, l'Algérie a voulu maintenir le régime des sanctions de l'ONU alors que tout le monde a demandé de lever. Quand ils se sont opposés, c'est notre partenaire stratégique qui a posé son veto. Et on a renvoyé dans l'air ces fameuses et maudites sanctions. Les sanctions ont été levées grâce au veto de la Russie. Mais qu'est-ce que l'Algérie a à voir à maintenir des sanctions contre le Mali? Alors que vous dites que vous êtes un pays ami. Mais nous ne sommes pas bêtes. Le manque de volonté des mouvements signataires à mettre en œuvre l'accord a entraîné l'enlisement puis l'affaiblissement de l'accord dont les dividendes ne profitaient plus à la paix ni aux populations du Nord. Vous savez ceux qui organisent tout ça. Mais ils ont des palais à Bamako. Il y en a qui ont 2 piscines. Leurs enfants sont dans les grandes écoles.
Mais à Kidal, à Tombouctou, à Gao, partout au Mali, il n'y a plus d'école. Ils ont 2-3 passeports. Quand ils veulent, ils vont à Paris, ils vont à Washington. Les enfants des autres, eux, ils meurent. Ce n'est pas leur problème. Le Mali a placé une confiance aveugle à la communauté internationale. Cette confiance n'a produit que des effets estompés. Le Mali a été trahi en réalité de bonne foi. Imaginez-vous, des soldats qui vont à la retraite, qu'on arrive à récupérer, et on vient nous dire qu'ils vont rentrer dans notre armée, ils vont être des généraux. Mais nos généraux qui se sont battus, qui ont usé les fonds de leurs culottes, qui ont fait le corps à corps pour être généraux. Comment un soldat qui n'a pas pu atteindre les grades pendant qu'il était dans l'armée, tu vas à la retraite et tu vas aller avec les terroristes et tu veux venir rentrer dans l'armée malienne. Mais nous avons dit que nous ne sommes plus dans ça. Ça, c'est terminé. Cette époque-là est révolue à jamais. Personne ne rentrera plus dans l'armée si vous ne l'avez pas mérité, si vous n'avez pas l'accord des chefs militaires. Avant, c'est les politiciens qui s'asseyaient dans une salle, ils faisaient des carreaux, mais X, à Blema, Kanye, Fima, Mani. Et puis... c'est ce qu'on nous avait fabriqué. Ça, c'est terminé. Blémata, la Fima, Tani, tu fais tes preuves et tu as tes grades. La hiérarchie militaire est d'accord. Maintenant, mesdames, messieurs, c'est pour toutes ces décisions que nous avons dit que l'Algérie est sortie de son rôle. Parallèlement, il y a la CEDEAO qui était dans l'ombre, manipulée par l'extérieur, qui a pris la décision de tomber sur le gouvernement nigérien pour le faire tomber. Vous savez, leurs actions au Niger, quand les terroristes prennent une zone, ils ferment tout. Il n'y a même pas de médicaments. C'est ce que la CEDEAO a fait au Niger. Des morts dans les hôpitaux. On ne peut pas payer des médicaments, des nourritures, parce que la CEDEAO ne veut pas. Mais quelle différence il y a entre ceux qui terrorisent les populations? Maintenant, ils ont décidé de faire un complot pour renverser les autorités nigériennes. C'est en ce moment que le Mali et le Burkina se sont levés. Nous allons louer une alliance militaire d'autodéfense réciproque. Et nous avons mis quiconque en garde qui se rappelle que nous sommes un peuple de guerriers. Nous sommes amis à tout le monde. Mais c'est terminé. Nous coucher devant quelqu'un qui vient marcher sur nous là, ça c'est révolu. Et on a mis tout le monde en garde. Et quand certains ont voulu insister, nous avons dit qu'au-delà de l'alliance militaire, nous allons faire une alliance politique. Et on a décidé de sortir sans délai de la CEDEAO pour donner tout son sens à la création de l'AES qui a été décidée plus tôt. Parce que la CEDEAO était devenue une menace pour nos pays. C'est dans ces conditions que nous avons décidé de quitter. Et quand on a décidé de quitter, nos présidents ont tenu chacun son discours. Ces discours, je demande à la jeunesse, il faut les lire. Parce que ces dirigeants, leurs caractéristiques qui ne parlent pas beaucoup, ce sont des militaires. Le nôtre, il a fait presque la moitié de sa vie sur le terrain des opérations. Le ministre de la Défense, plus de la moitié sur le terrain des opérations. Le président du Conseil national du CNT, plus de la moitié de sa vie sur le théâtre des opérations. Le directeur des services de sécurité, plus de la moitié sur le théâtre des opérations. Donc c'est des hommes d'action. Ils n'ont pas peur de la mort. Mais il faut qu'ils aient des partenaires avec le peuple pour éclairer la route. Ils ont montré la voie. Au Burkina, la même chose. Au Niger, la même chose. Il appartient aux politiques, aux intellectuels, de théoriser leur conception et lui donner forme pour que demain, si pour une raison ou une autre, ils ne sont pas au pouvoir, ce héritage-là ne tombe pas. Qu'on sache que c'est dans la continuité qu'une nation se construit. Il ne s'agit pas de tenir des bons discours, une saison et puis c'est pas. On doit dans 10 ans demander à quelqu'un, qu'est-ce qu'Assimi Goïta a dit au moment où vous votez de la CEDEAO? Il doit vous dire l'essentiel. Vous avez écouté Assimi Goïta? Il dit que c'est on l'a téléphoné de l'extérieur pour lui dire, hey, on va te nommer un président, un premier ministre
un président de l'Assemblée. Il dit, ah bon? Très sérieusement, hein? Il dit aux gens, bon, président, qu'on est Beka ici, ça. Maintenant, le reste, là, on verra. Le président du Niger, il nous dit que le jour où il y avait la crise au Niger, il y a un pays européen qui a voulu les appeler pour intervenir. Est-ce que vous savez que c'est le président français qui a appelé le monsieur? Il dit, mais le Niger, là, ce n'est pas pour vous. Il ne faut pas parler avec eux. Le Niger, c'est pour la France. Entre des États qui sont tous dans l'Union européenne. Et puis l'autre s'est tué. Coup bagabaga. Les bagabaga, là, ça peut marcher ailleurs. Nous, là, c'est terminé. Il n'y a plus ça chez nous. Bon, quand dans un État, vous savez que les militaires, là, ils sont tellement discrets. Notre président n'a pas donné les noms des 4 personnes là qui devaient être président, premier ministre. Ils sont là, moi je les connais pratiquement. Il ne m'a pas dit, mais je les connais. Parce qu'en réalité, ils ont leurs gens ici. Le Niger aussi n'a pas dit le nom du pays, mais je connais le pays. Mais vous imaginez, nous étions des choses de quelqu'un. Ce n'était pas des pays, hein, c'est leurs choses. Même quand vous voulez parler avec nous, ils vous disent que vous ne pouvez pas. Vous savez que moi j'ai été dans une mission à l'extérieur, dans un pays. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Il y a un prince que j'ai rencontré. Je lui ai dit que tu sais, nous, moi je suis venu chez vous, sinon dans notre population, on pense que vous êtes les amis des Français. Ah, il me dit, tu sais, nous, on nous a dit que pour parler aux Africains, là, il faut passer par eux. C'est-à-dire, quand tu veux parler au Mali, là, tu vas dans ces pays-là. S'ils veulent parler au Mali, il faut qu'ils aillent à Paris pour qu'on leur dise comment il faut parler aux Maliens. Parce que le Mali, c'est la chose des Français. Vous imaginez dans quel état on était? Et tous ces dirigeants que vous voyez cravatés, ils font du gros français au Beba ou Yibo dans les avions, ils étaient tous là-dedans. Abbé, des vauriens qui font des années là-bas à échouer dans les classes. Ils vont dans les bibliothèques pour étudier les formules latines là, veulent nous impressionner. Ah, mais tu vas pour Kafode. Kassoro Foy. Il y a Foy. Il ne peut pas leur dire non. Si on leur dit de s'asseoir, ils s'assoient. On lui dit de se lever, ils se lèvent. Quand il vient en Afrique, il fait du bruit. Quand on va là-bas, on le tape sur les épaules. Ça, ce n'est pas des présidents. Ces présidents-là, c'est fini au Mali. C'est pour mettre fin à ce système-là qu'on essaie de diaboliser nos présidents. Et vous ne devez pas accepter. Si ces présidents, par l'âge, par décision personnelle, ne sont pas là demain, le flambeau, vous devez le tenir. Les jeunes, les filles, une nouvelle race d'hommes politiques pour libérer l'Afrique définitivement. Le dernier thème dont je vais vous parler brièvement, c'est comment est-ce que tout ça s'est organisé. La camisole, là, vous croyez que c'est venu comme ça? C'est de longue date. De très longue date. Je vais vous faire un rappel. En septembre 1884, s'est tenue à Berlin une conférence qu'on appelle la conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique, qui s'est achevée en février 1885. Ils avaient 2 résolutions. La première, en Afrique, il y a 2 grands fleuves. Un s'appelle le Niger, l'autre s'appelle le Congo. Il faut qu'on aille les aider à régulariser la circulation sur ces fleuves. Première conclusion. Deuxième conclusion, nous allons partir nous entraider. La France va apporter la mission civilisatrice de la France. L'Angleterre va apporter les 3 C, la civilisation, le commerce, le christianisme. Voici les conclusions de la conférence de Berlin. Les Russes étaient là-bas. Ils ont réuni 14 nations. Les Américains étaient là-bas. Les Américains leur ont dit, mais les Africains, là, il n'y a personne. Mais c'est les Européens qui décident. Dans les relations internationales, c'est une question de rapport de force. Le roi de Belgique, on lui a donné le Congo comme propriété privée. La route Congo-Océan, là, ils ont tué plus d'1 million de Congolais pour construire la route. Mais aujourd'hui, ils disent que c'est eux qui ont civilisé les Congolais. 1 million. Ils sont venus. Une fois qu'ils se sont installés,
On a oublié les fleuves Niger, on a oublié les 3C, on s'est mis à tuer les gens, à faire la guerre, coloniser, opposer les gens, retirer les richesses. Ils ont fait tout ce temps-là, jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Quand elle a éclaté, ils ont dit aux Africains, venez nous aider à nous libérer. Une fois qu'on est libre, vous aurez l'indépendance. Avant, on croit que les Africains, ils fuient. Sur le front, quand c'est chaud, c'est eux qui montent. C'est eux qui cherchent les serres à canon. On a compris que c'est des hommes qui sont braves. Quand la guerre est finie, les plus braves, on les a orientés quelque part pour les faire disparaître tous. Pour qu'ils n'aillent pas expliquer les choses à leur peuple. Les autres, que les gens connaissent, ça c'est des phénomènes qui ne sont pas les plus importants. En tout cas, dans l'histoire, il y en a beaucoup, mais au moins on les connaît, pour montrer comment c'est important de connaître quelque chose. À Tcharoï, au Sénégal, les soldats ont demandé juste qu'on les mette dans leurs droits. On les a tués tous. Pourquoi ils revendiquent d'être dans les mêmes droits? Ça, c'est parce qu'on le sait. Mais ce qui est arrivé avec les autres, on ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Union soviétique et les États-Unis ont dit aux puissances colonisatrices là, il faut décoloniser. Parce qu'eux aussi voulaient les affaiblir. Tous les autres sont partis. Les Français ont dit qu'ils ne partent pas. Ils ont commencé à louvoyer l'Union française, autonomie interne, et petiti et patata. Quand ils ont vu que rien ne marche, ils ont appelé un gouverneur colonial qui s'appelle Pierre Mesmer. On l'a désigné Premier ministre. Et on lui a dit, organise-nous la décolonisation. Voici ce qu'il écrit dans ses mémoires, je vous le dis. La France accordera l'indépendance à ceux qui l'exigeaient avec le moins d'intransigeance, après avoir éliminé politiquement et militairement tous ceux qui l'exigeaient avec intransigeance. Vous avez bien compris? Ils se sont organisés. Tous les gens qui sont réellement contre eux, ils les ont tués politiquement. Ils ont organisé des élections pour faire perdre leur parti. Là où leurs partis ont gagné, comme au Congo, comme au Cameroun, où il y a l'Union des populations du Cameroun. Pour qu'ils n'accèdent pas au pouvoir, ils ont organisé la guerre civile. Ils ont brûlé des villages. On a tué des femmes et des enfants. Les leaders politiques ont été empoisonnés, pourchassés et brûlés. En Algérie, on a tué les gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des lieux où on a tellement tué de personnes, enterrées qu'on avait peur qu'une commission internationale vienne voir les cadavres. On a ouvert les cimetières pour créer un four crématoire, pour faire des cendres, qu'il n'y ait plus de traces. Voici la mission civilisatrice. Et donc, quand on a eu l'indépendance, les présidents, on a commencé à les démarcher. Ceux qui s'opposent, on les élimine. On sabote leur économie. Les mêmes populations qui les applaudissaient deviennent mécontentes. Et puis on les élimine, on fait des coups d'État. Les coups d'État sont venus, les militaires ont fait leur temps, ils ont commencé à comprendre. Qu'est-ce qu'ils font? Les ressources financières des pays qui viennent de la vente du coton, du cacao, de l'or, on appelle ça les termes de l'échange. Ils divisent par 2 ou 3. Donc un pays qui a 3 000 francs se retrouve avec 1 000 francs dans l'année. La population augmente, les élèves augmentent, les services secrets rentrent dans les amphithéâtres, rentrent dans les studios. Ils disent aux professeurs, à la société, vos malheurs, c'est ce monsieur-là. Il faut démocratiser. S'il part, vous aurez tout. On va ouvrir les internats, on va ouvrir ceci, on va doubler les salaires. Bon, vous savez, les travailleurs et les intellectuels, là, tout ce qu'on leur dit, on va avoir 100%. Au Mali, tout le monde s'est levé. Les élèves, on leur a dit qu'on va ouvrir l'internat partout. Tout le monde, tous les pauvres se sont levés. On est allé même dans les jardins d'enfants. Un enfant ne peut pas être syndiqué. Mais les enfants se sont mis dans la rue. Parce que l'objectif, quand il y a trop de monde,
le pouvoir va avoir peur, il va tuer des gens. Et il est discrédité. Vous savez, avant les événements de 91, il y a un haut politique qui est allé voir l'ancien président Moussa Traoré. Il dit, président, quelque chose est en train de se passer dans le pays, je ne comprends pas. Il lui dit que lui comprend. La rébellion avait éclaté pour ça. Il dit, mais ils vont perdre leur temps. Nous avons vécu des situations plus difficiles. Il a donné le cas des bagarres entre les militaires en 1978. Ce politique lui a dit, monsieur le président, vous n'avez rien compris, on a une autre époque. Avant, c'était entre vous militaires. Aujourd'hui, c'est entre vous et les petits-enfants. Ce n'est pas la même chose. Mais l'histoire avait décidé que ça soit comme ça. Au Soudan, pendant plus de 20 ans, ils ont cherché à diviser le Soudan. Ils y sont réussis en 2011. On a créé 2 pays. Pendant tout le reste du temps, on dit qu'il faut la démocratie. Comme certains s'agitent aujourd'hui pour dire que rien n'est fait au Mali depuis que la transition est venue. Jusqu'à un jour, on a trouvé une masse critique de femmes et d'enfants qui sont sortis dans la rue pour dire qu'ils veulent la démocratie. Les militaires ont lâché leur chef, ils l'ont arrêté. Ils ont fait un gouvernement d'union militaire-civile pendant 1-2 ans. Ils ont retiré tous les civils. Les militaires, ils les ont poussés. Regardez le Soudan maintenant. Les gens qui parlaient de démocratie, ils sont tous morts. D'autres ont fui. C'est les militaires qui sont en train de se détruire. Ils ont détruit leur pays. Les Maliens doivent comprendre. Les 98% doivent comprendre. L'élite dirigeante doit comprendre. Et rien ne doit amener la transition à ce qu'il y ait une friction ou une fissure ou une coupure entre le peuple et ceux qui dirigent. Parce que c'est ça qu'ils visent. Le Mali ne doit jamais être comme un pays où les dirigeants sont venus se bagarrer. Vous voyez les militaires soudanais aujourd'hui, chacun va dans un pays demander des soutiens, mais et leur pays? J'ai fait cette parenthèse pour dire que quand les militaires ont compris ça, ils ont dit que mais ces militaires-là, il faut qu'on les enlève. On a dit qu'il faut la démocratie. La démocratie est venue. Dans un pays de 10 millions d'habitants, il y a 200 partis. Mais ça, c'est quoi ça? On a commencé les guerres civiles. Vous avez les guerres au Libéria, en Sierra Leone, ceux qui coupaient les mains là. Mais c'est des chefs d'État africains qui finançaient. Sous le couvert de la démocratie, on a renversé les régimes. Remarquez seulement, tous les pays de l'Afrique francophones que je sais, sans exception, prenez-les. Rwanda, Burundi, Zaïre, Congo, Tchad, Centrafrique, Niger, Algérie, Mali, Côte d'Ivoire, tout Burkina. Dans tous les pays, on a changé le pouvoir après la conférence de la Baule. Il y a eu des coups d'État, des guerres civiles et destruction du système éducatif et du système militaire. On a détruit l'État, on a détruit l'armée, on a détruit l'école. L'étape suivante, les armées étant affaiblies, on dit il faut aller lutter contre le terrorisme. Au Mali, en 2000, il y a eu une conférence stratégique internationale à Abidjan. 2000, pour poser la question aux Africains. Est-ce qu'en 2020, 2015, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que l'Union européenne ait des bases militaires dans le Sahel? Est-ce que vous savez que c'est le responsable malien qui a pris la parole le premier pour justifier la nécessité pour l'Union européenne d'avoir des bases militaires au Mali, dans le Soudan? Un Malien. Dans ce débat, tous les gens qui ont soutenu qu'il ne faut pas de bases, 6 mois après, ils ont perdu leur poste. Tous ceux qui ont dit qu'il faut des bases militaires, ils ont eu des promotions dans leur pays, sont devenus ministres, ministres d'État, présidents, parce qu'on cherche des membres d'une oligarchie au service de l'étranger. Pour la rébellion, notre président va jusqu'à dire que les rébellions du Nord sont d'essence démocratique, que leur objectif, c'est la liberté. Les populations du Nord n'ont jamais rien demandé à personne.
Moi, je suis du Nord. La sécheresse nous a tous chassés dans les années 70. Moi, j'ai marché à pied aller au Niger. Les Touaregs sont allés en Algérie, dans les pays arabes. Kadhafi allait les enrôler. Nous, quand on travaille là-bas, on envoie l'argent pour faire des puits et des écoles. Les autres viennent avec des fusils pour nous soumettre. On va les armer. On vient nous dire que c'est parce que le Nord n'est pas développé. Aujourd'hui, vous pouvez demander au ministre des Infrastructures. Il y a des routes qui sont annoncées. On sort des millions pour les entretenir. Il n'y a pas de route, on donne l'argent. Les cadres qui font ça sont à Bamako. Quand il y a les conférences, c'est eux qui vont pour dénigrer l'État malien. Ça, c'est terminé. Les forages, il faut qu'on compte combien de forages sont faits au Mali. Des cadres véreux qui sont ici à Bamako, qui fricotent avec une certaine oligarchie et prendre notre pays en otage. On est en train de mettre de l'ordre dans tout ça. Tout le reste, je vous dis que c'est de la poudre aux yeux des gens. Tout le reste, c'est la poudre aux yeux des gens. Et pour vous montrer comment est-ce que cette histoire de mandat limité, 2 mandats, mais aux États-Unis, Roosevelt a fait 3 mandats et demi jusqu'à ce qu'il est mort. Quand ils étaient à notre niveau de développement, il n'y avait pas de limitation de mandat. On a amené ça pour qu'à la tête des États, il y ait quelqu'un avec qui on travaille pendant 10 ans, on l'enlève, on la met un autre, qui fait leur jeu. Parce que si dur, il risque de comprendre et venir refuser après. Et puis comme on est tous rentrés là-dedans, je donne l'exemple de Tanja. Quand il a fait son tazarché au Niger et qu'il est tombé, tout le monde s'est levé contre lui. Mais est-ce que vous savez que pendant cette période, déjà il était en train de négocier avec les Français. L'uranium nigérien était vendu à 130 et quelques mille la tonne. Il leur a dit qu'il n'est pas d'accord. Il faut qu'il gagne en plus des 30 000. C'est pendant qu'ils étaient dans ces discussions. Vous savez comment ils font? Les présidents, là, on vous entoure. Les présidents africains, là, vos conseillers spéciaux, ils ont l'argent là-dedans. On l'a dit, il faut chercher un 3e mandat. Il faut dire que c'est pour terminer tes actions. Et lui aussi dit qu'il est d'accord. Il est entré dans le Tazarché. Pendant ce temps, il pousse des gens autour de toi pour vous arrêter. Et depuis que Tanja est tombé, le Niger n'a plus parlé d'augmentation du prix de l'uranium. Voilà comment ils font dans nos pays. Ils viennent, ils font des théories, les intellectuels tombent là-dedans, et puis tout le monde est parti. Vous savez, je voulais vous dire juste quelques exemples pour montrer comment est-ce qu'on a organisé la partition du Mali dans les assemblées françaises de façon très officielle, sans passer par des micmacs quelconques. Ils sont allés droit au but. Est-ce que vous savez que le 6 avril, en 2006 déjà, la reprise des hostilités au nord du Mali, après un faux semblant de paix entre 1992 et 2005. Pendant ce temps, la corruption, l'impunité, l'insubordination, le crime transfrontalier, y compris le trafic humain et de drogue, s'installe à demeure au Mali. J'ai vu un ambassadeur qui m'a dit que dans un pays étranger, il ne pouvait même pas aller dans les réceptions. Quand il va, on lui dit « Ah, il paraît que votre président est impliqué dans les trafics de drogue. » En même temps, on achète des pages dans les journaux. Le Mali, c'est l'un des pays les plus démocratiques. Et le 6 avril 2012, après avoir organisé le renversement de notre président, on voit un Malien qui s'arrête sur RFI, sur France 24, pour proclamer l'indépendance d'une fantomatique république des Azawad. Tout le monde sait qu'on ne peut pas rentrer dans les studios de RFI comme ça. Et depuis quand on a déclaré une indépendance sur une télévision? Mais on l'a vu, parce que c'était un point de départ. Mesdames et messieurs, je vous ai toujours dit que ce qui se passe chez nous, c'est une façon de nous avoir, de faire en sorte que les Maliens acceptent tout ce qu'ils veulent. Et c'est pour cela que, après le 6 avril, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2012, quand la rébellion a repris, est-ce que vous savez que quand le président est tombé, les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés à Dakar, qu'ils vont mettre en place une force d'attente, qui attend jusqu'à présent d'ailleurs, une force d'attente pour libérer le Mali de 3 000 hommes.
Vous savez que ce jour, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, qui a surgi pour dire ah non, 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 3000 personnes contre 500 terroristes, c'est trop. Mais quel est son problème? Si nous, on veut 10 millions pour renvoyer ces 500 terroristes. Et depuis, la force l'a d'attendre à Dakar. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'ils vont finir d'attendre. Et quelques temps après, ils ont continué jusqu'à aboutir à l'opération Serval. Un grand montage. On a suffisamment expliqué aujourd'hui ce qui se cache derrière. Est-ce que vous savez qu'à Kidal, il y avait un État dans l'État, il y avait des forces spéciales qui étaient entraînées, il y avait des permis, de l'or, des maisons qu'on faisait. Donc c'était prévu qu'en réalité, le Mali ne deviendra plus un État unitaire. Et pour qu'on comprenne tout, on a amené l'insécurité au centre. L'aménagement au centre du Mali n'était pas dans ses missions. Je vais terminer tout de suite, parce que ces choses-là, il faut que vous les compreniez. De toute façon, vous allez sur la page, il y a le texte, vous allez les lire. Je sors une bonne partie. Mais il y a des choses que je dois vous dire. Parce que ça montre clairement comment ils ont fait les propos des dirigeants. Vous savez, le 1er février 2013, le président de la Commission des assemblées étrangères françaises déclare qu'il faut qu'un plan d'autonomie du Nord soit mis en place. Le ministre des Affaires étrangères dit que le Mali a échoué face aux combattants du Menela. La question de la révolution du peuple l'Azawad mérite d'être traitée à fond et de façon définitive. Un autre dit, l'une de mes dernières visites au Mali, ça c'est le ministre des Affaires étrangères français, qu'il a vu le président Amadou Toumani Touré, qu'il lui a dit, si vous voulez la paix, donnez l'autonomie aux populations du Nord. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères français qui dit sur une antenne. Il y a un autre qui dit, il n'y a plus deux Mali, il n'y a plus un Mali, il y en a deux au moins. Il y a le Nord et le Sud. Le jour où on a signé l'accord, la CEMA a refusé de signer. Le représentant de l'Union des Nations Unies s'est mis à menacer le gouvernement malien. La CEMA a signé plus tard, le 20 juin, un texte qu'on a annexé à l'accord qui consacre la partition du Mali. Ce jour-là, le ministre de la Défense de la France, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Maliens ont tout fait pour vivre ensemble. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ça veut dire bien qu'il faut les séparer. Mesdames et messieurs, est-ce que vous vous rappelez qu'en 2014, quand notre Premier ministre a fait son voyage hasardeux là à Kidal, où certains ont fui pour rentrer dans le camp de l'aménagement, on a tué nos administrateurs civils. Les armes que les militaires maliens ont laissées dans le camp de l'aménagement, quand l'armée malienne a voulu les récupérer, vous savez que le général français qui était là-bas, il a dit que c'est des butins de guerre qui appartiennent à la CEMA. Donc sans l'autorisation de la CEMA, l'armée malienne ne peut pas les avoir. Imaginez-vous, pendant ce moment, on avait des politiciens ici qui se pavanaient à Bamako, ils ont des gros parfums, il y en a qui disent même au Mali, il n'y a même pas d'armée. Dès que tu tires, ils fuient. Ils sont là pour les défilés et les coups d'État. Alors que c'est eux qui doivent acheter les armes. Ça, c'est fait. Butin de guerre. Le Français qui a fait ça, il est en train d'écrire ses mémoires maintenant, il est à la retraite. Moi, je suis en train de les lire. Comment est-ce qu'ils ont divisé le Mali? Comment ils se sont organisés pour que nous ne soyons plus jamais un État? Mesdames et messieurs, je voudrais m'arrêter là et vous dire que ce texte-là, il est suffisamment dense. Je demande à tous les universitaires d'aller le prendre et le lire. C'est détaillé. Comment est-ce que la partition du Mali a été organisée à partir de l'extérieur? Heureusement, nous avons eu la chance. Les militaires sont venus. Moi, je les appelle les Monébodéons. Ils sont venus. Ces Monébodéons-là sont venus. Nous avons décidé de nous joindre à eux. Quand Monébo Malien là, ma première prise de fonction dans mon bureau, la première des choses que j'ai fait, c'est de signer l'ordre de mission du ministre de la Défense, qui était là depuis 3 mois, on l'empêchait d'aller en Russie. La deuxième chose,
J'ai un ami de longue date, je lui ai dit qu'un jour viendra où les Maliens vont dire non. Je l'ai appelé dans mon bureau. J'ai fermé la porte. J'ai dit maintenant la voiture sera. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider ces jeunes-là? Parce que si jamais ils échouent, c'est fini pour notre pays. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il me dit, Ebi Koumfeo. Le Mali là ne sera plus jamais comme avant. Parce que ce qu'il y a au nord dans une seule région, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Moyen-Orient. Donc, Ikita Nini, Ibetara. Towere Bena Abetara. Ne connais pas quelle est la Tougouni. Moi, je cherche à avoir ma part et ma communauté. J'ai dit, tu es sérieux? Il dit, je suis sérieux. Je l'ai accompagné à la porte. J'ai effacé son numéro. Jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'on se verra un jour quand il viendra dire qu'il veut être élu au Mali. Comme la réconciliation maintenant c'est pour tout le monde, et tout le monde veut venir au secours de la victoire. Et c'est pour cela que je termine. Aujourd'hui, il faut faire l'union sacrée autour des institutions de la transition, autour du président de la transition. Il faut que les intellectuels théorisent, conceptualisent cette phase exaltante de l'histoire du Mali. Dans 15, 20, 30 ans, cette page-là, il faut qu'elle soit écrite. C'est les mensonges d'aujourd'hui qui sont les vérités de demain lorsque c'est écrit. Les Africains n'aiment pas écrire. L'épopée de la prise de Kida, notre armée doit l'écrire. Et je crois qu'ils sont là-dessus d'ailleurs. Le général qu'on a nommé là-bas, c'est un Touareg. Je l'ai reçu dans mon bureau. Je lui ai dit que vous êtes un Imrad. Vous n'êtes plus gouverneur Imrad. Vous êtes gouverneur du Mali, des Bambara, des Soreil, des Bella, des Ifogas, des Idnan, de tout le monde. Tout le monde doit l'aider à rentrer dans l'histoire. Notre pays a une chance qu'il ne doit pas perdre. L'Afrique a une chance qu'il ne doit pas perdre. Dans quelques années, moi je suis convaincu que si ce pays est bien géré, on peut multiplier par 2, 3 les salaires. Et regardez l'or. Il y a un pays de l'OCDE qui a été présenté l'or qu'ils ont importé du Mali. Ils ont donné le montant en dollars. On a comparé à ce qui est annoncé dans les chiffres au Mali comme l'or qu'on a exporté chez eux. La différence entre les deux, c'est le budget de l'État malien. En recette intérieure. Tout ça, c'est volé. Donc quand on fait la relecture de la loi minière, quand on revoit tout, si le pays est bien géré, je suis convaincu que l'AES va en imposer aux autres. 80 millions d'habitants, 2,80 millions de personnes, de surface, de kilomètres carrés. Premier producteur de coton, premier producteur de viande, premier producteur d'or. Une bonne organisation et des dirigeants convaincus feront que nous allons nous en sortir. Je vous remercie de votre attention.